Comment une simple canette de Coca-Cola peut-elle révéler un véritable meurtre? Non, ce n'est pas la presse à sensation. Et l'histoire est vraiment vraie et en même temps sacrément surprenante. Aujourd'hui, nous allons examiner l'affaire de Sylvia Quayle, qui a été trouvée morte chez elle en 1981. Et comment, après 40 ans de recherche du mystérieux meurtrier, ils ont finalement réussi à l'identifier. 1981 était Cherry Hills, Colorado. À cette époque, il n'y avait que 5000 habitants ici, et l'une d'entre eux était Sylvia Quayle. Il reste très peu d'informations sur Sylvia, ou en tout cas, je n'ai presque rien trouvé. Il est connu qu'elle est née en septembre 46, qu'elle a grandi dans une famille complète avec une maman et un papa. Elle avait aussi une sœur cadette, Joey. Beaucoup la décrivaient comme une fille qui illuminait littéralement la pièce avec son sourire radieux. Partout où elle allait, on sait aussi que ses relations avec sa sœur étaient très chaleureuses. On peut dire qu'elle l'aimait plus que tout au monde. C'était le 3 août 80. Sylvia avait 35 ans. Elle a quitté le travail et est rentrée chez elle tard dans la nuit. À ce moment-là, elle vivait seule. Peu avant 11 heures du soir, Sylvia a appelé sa sœur. Je ne dirai pas exactement de quoi elles ont parlé, mais l'essentiel est que rien ne présageait de problème. L'atmosphère était assez positive et les sœurs faisaient des plans pour le lendemain. Après 11 heures, elles se sont souhaitées bonne nuit et Sylvia est allée se coucher. Le matin, le père de Sylvia est arrivé comme d'habitude pour la retrouver afin d'aller au café et boire une tasse de café. C'était leur tradition quotidienne qu'ils respectaient depuis longtemps, mais quand il est entré dans la maison, sa vie a été bouleversée. Il a découvert son corps inanimé sur le sol du salon et a immédiatement appelé la police. Les autorités ont plus tard conclu qu'à un moment donné dans la nuit du 3e au 4e août, elle avait été attaquée puis étranglée. Elle avait de nombreuses blessures, apparemment infligées par un couteau. De plus, un suspect inconnu a tiré sur la jeune fille dans la tempe et peu de temps après, elle est décédée des blessures subies. De plus, les notes de la police indiquent que la ligne téléphonique menant à la maison avait été coupée, ce qui laisse penser que le crime a dû se produire au moins après 11 heures du soir, après cet appel de Sylvia à sa sœur. Dans les notes, il est également souligné que la moustiquaire qui recouvrait la fenêtre de la salle de bain de Sylvia avait été arrachée de ses charnières et emportée dans les buissons les plus proches, ce qui indique que le suspect est probablement entré dans la maison par la fenêtre de la salle de bain. La famille et les habitants locaux ont été choqués par cette nouvelle. Tout le monde voulait trouver le coupable, mais malgré une forte motivation, aucune piste sérieuse n'a été trouvée. L'expertise médico-légale des années 80 en était encore à ses débuts, et comme la police et la famille ne pouvaient même pas supposer qui pourrait être un suspect théorique, la probabilité de résoudre le crime a rapidement chuté à 0. Alors, les forces de l'ordre ont collecté toutes les pistes sur le lieu du crime avec l'aide des experts médico-légaux et les ont placées dans un conteneur spécial. Cela a été fait dans l'espoir qu'un jour, dans le futur, des technologies pourraient émerger pour comprendre ce qui s'est passé. Et à ce stade, l'affaire de Sylvia Quayle a été mise en attente pour une durée indéterminée. 2 ans plus tard, à la fin des années 83, les enquêteurs ont décidé de revenir sur cette affaire et d'essayer de la comprendre. Quelques années auparavant, alors que Sylvia était encore en vie, la police canadienne avait introduit une nouvelle technologie de la criminalistique appelée source de lumière alternative. Cette technologie consistait à utiliser la lumière d'une longueur d'onde spécifique pour détecter d'éventuelles traces, mais elle était limitée au laboratoire. Le problème était que cette technologie était trop coûteuse et nécessitait de nombreuses machines encombrantes. En somme, elle était impraticable pour une utilisation sur le terrain. À ce moment-là, sur le marché, des lampes de poche ultraviolettes portables ont commencé à apparaître, mais leur capacité était toujours principalement limitée à un seul spectre, et elles étaient pratiquement pas utilisées dans la médecine légale. Alors, les enquêteurs ont finalement décidé d'utiliser cette technologie coûteuse, et ils ont découvert que le morceau de tapis pris avec le corps contenait un matériau poreux étranger. C'était un morceau de tissu. Il n'y avait pas plus d'indices, et à ce stade, l'affaire de Sylvia a été de nouveau mise en attente pour des jours meilleurs.
12 ans plus tard, en 1995, lorsque les technologies sont devenues beaucoup plus accessibles, le tapis a été envoyé au bureau central d'enquête pour une étude plus approfondie et la création d'un profil d'ADN du suspect. La création du profil a pris un certain temps, mais d'ici l'an 2000, le bureau d'enquête avait créé un profil complet correspondant à l'ADN trouvé sur le tapis. Cependant, cela n'a pas conduit à l'identification du criminel. Aucune correspondance avec ce profil n'a été trouvée dans les bases de données ADN, ni au niveau national, ni au niveau de l'État. Et c'est là que ça devient intéressant. Quelques années plus tard, un indice trouvé dans l'affaire de Sylvia a incité les analystes à prendre l'ADN développé et à le télécharger sur 2 sites web publics, alors appelés arbres généalogiques. L'essence de ces sites est que n'importe qui peut obtenir un kit pour collecter de l'ADN. Ils le renvoient et découvrent s'ils ont des parents dont ils ne connaissaient pas l'existence. Cette nouvelle direction était appelée généalogie génétique. Les chercheurs ont utilisé l'ADN du suspect dans l'espoir de trouver une correspondance, et ils ont réussi. Une correspondance a été trouvée. Le seul problème était que l'ADN correspondait à tout l'arbre généalogique impliquant plus de 3000 personnes. Mais c'était toujours mieux que dans tout le pays. Effectivement, les enquêteurs ont immédiatement repris leur travail sur l'affaire, mais avec un si grand nombre de suspects, couvrant presque tous les États-Unis, ils avaient énormément de travail devant eux. Il a donc fallu réduire le nombre de suspects. Les forces de l'ordre ont examiné littéralement tout ce qui concernait ces personnes. Journaux, documents publics, leurs relations, leur origine et leur lieu de résidence. Et finalement, tout ce travail acharné a porté ses fruits. Le cercle des suspects de 3000 personnes s'est réduit à une seule, David Anderson. Il s'est avéré que David vivait dans la région du Colorado en 1981, au moment du meurtre. Considérer cela comme une coïncidence était impossible. La seule différence était qu'il avait déménagé, ce qui a obligé les enquêteurs à se rendre au Nebraska. Heureusement, c'est littéralement l'État voisin. Le 17 janvier 2021, les détectives sont arrivés au domicile de David Anderson dans le Nebraska. Ils devaient être prudents, car David était techniquement toujours présumé innocent et il ne voulait pas se dévoiler trop tôt afin de recueillir plus de preuves. Les détectives ont surveillé David pendant 2 jours, faisant du camping dans leur voiture. En observant David jeter des ordures, une idée leur est venue. Ils ont sorti un sac poubelle et son contenu, y trouvant 2 bouteilles de bière vides et une canette de Coca-Cola à la vanille. Alors que les bouteilles ne donnaient rien, la canette de Coca-Cola pourrait fournir du matériel génétique de David. Ils ont envoyé les échantillons pour analyse et 11 jours plus tard, les résultats du laboratoire sont arrivés. L'ADN trouvé sur le tapis du lieu du crime dans la maison de Sylvia correspondait à l'ADN de la canette de Coca-Cola à la vanille. L'analyse a largement confirmé que David était dans la maison de Sylvia le jour de son meurtre. David Anderson a été arrêté le 10 février 2021 dans sa maison au Nebraska. Il a été ramené au Colorado, où des accusations ont été portées contre lui pour plusieurs crimes, y compris le meurtre. Cela signifie qu'il sera reconnu coupable et il sera probablement condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, même si maintenant il a plus de 60 ans. Pour ne pas compliquer l'histoire, je n'ai pas mentionné le fait qu'en 1983, la police a failli croire qu'elle avait résolu l'affaire. À ce moment-là, un certain Otis Elwood a avoué avoir tué Sylvia. Cependant, il avait un ami, Henry, qui a également avoué à tort plusieurs crimes. Finalement, toutes les accusations ont été abandonnées contre eux et ils ont été libérés. Et ainsi, 40 ans se sont écoulés. Il est intéressant de se demander combien de temps il a fallu à David pour se sentir en sécurité. Combien d'années ont été nécessaires pour qu'il arrête de regarder en arrière et de se souvenir de ces événements. Il serait juste de dire que ce crime n'a pas éveillé en lui le moindre sentiment de culpabilité. En effet, sinon il aurait abandonné il y a de nombreuses années. Donc, voici un conseil. Si vous cachez quelque chose d'important, réfléchissez à combien de temps cela peut durer. Car si votre mensonge n'est pas découvert maintenant, cela peut facilement se produire plus tard, comme le montre la pratique, même après 40 ans.